On va commencer parce que normalement je suis un peu juste en heure, donc enfin en timing. Alors je vois qu'on vous voit sur le... Ah mais c'est normal, vous êtes debout, ok. On commencera maintenant pour le... Donc on va commencer pour cette première session de la journée. On va parler machine learning et Azure ML avec une première analyse, première découverte du sujet. Jean-Pierre en a parlé ce matin, je ne sais pas si vous étiez en plénière, à propos des sponsors. Moi je veux bien... Enfin, voilà, on le dit tous, il l'a dit, c'est un peu la rengaine, merci aux sponsors, ok. Il faut quand même savoir qu'un événement comme les JSS, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça, comme ça n'a pas l'air, mais enfin, ça coûte beaucoup d'argent. Et si on n'avait pas ces gens-là qui nous faisaient des chèques plus ou moins en blanc, ben, on ne pourrait pas, enfin, c'est clair et net. Donc même si évidemment on ne vous demande pas de tomber amoureux des différentes marques, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est si à un moment vous voulez envoyer un CV parce que vous voulez changer de boîte, ben, pensez à ces boîtes-là. Potentiellement, c'est des gens qui au minimum investissent dans la communauté. Si à un moment vous commencez un projet et que bah, au minimum mettez-les dans l'appel d'offres, comme ça laissez-leur leur chance. Et puis si vous voulez acheter du soft, bah, y a des très bons softs, donc allez jeter un coup d'œil, testez-les. Voilà, au minimum, on ne s'attend pas à ce que ce soit la folie totale, et que, eux non plus, mais juste avoir une petite note positive sur ces marques-là, c'est des êtres humains, c'est des gens qui sont potentiellement là-bas, et qui font quand même une décision d'investir dans la communauté, et encore une fois, c'est des vrais euros qui nous sont versés, donc voilà, moi je veux leur dire merci. Et en plus, parmi ceux-là, en bas à droite, il y avait Selenza, qui est ma boîte. Selenza, peu t'importe. Moi, j'aime pas trop en raconter des tonnes sur ma boîte. Ce qui est important, c'est que moi, je suis patron du pôle Data et Analytics. Ce pôle, on l'a ouvert en juin, donc il est relativement récent. Et quand on l'a ouvert, on s'est posé la question de savoir comment on allait le nommer. Évidemment, on est des pros de la BI, c'est là d'où on vient. Donc on a hésité, est-ce qu'on avait l'appelé Business Intelligence, est-ce qu'on va l'appeler Data tout court, et puis au final, on l'a appelé Data et Analytics. Et pourquoi Analytics? Parce que d'un point de vue marketing, c'est quand même un petit peu sexy sur les cartes de visite, c'est cool. Mais aussi parce que c'est un peu un mot à la mode. Et ce mot, je suis allé chercher la définition dans Wikipédia pour vous la montrer. C'est à la fois la découverte et la communication. Donc on est à la fois sur la partie back-office, en gros, hein, on va travailler pour obtenir des infos. Et la communication de ces infos, donc tout ce qui va potentiellement être data vis. Sur la partie qui moi m'intéresse, les patterns dans les données, donc les motifs. Typiquement, ça va être quoi? Ça va être des saisonnalités de vente dans une semaine, dans une année. Ça peut être, typiquement, je suis une boîte comme Blizzard, voilà, j'ai une population de gamers qui attaquent mes services, mes jeux. J'aimerais identifier une sous-population qui a tendance à dépenser plus d'argent, enfin des hardcore gamers par exemple. Voilà, j'aimerais avoir fait des segmentations pour trouver mes différentes populations et pouvoir adresser leurs besoins de manière différente. Et la BI, en fait, quand on y pense, c'est une sous-partie de ça, tout comme le machine learning. Ça, c'est un slide du Gartner qui, pour une fois, je trouve, a fait un bon slide, même si je ne devrais pas formuler la phrase comme ça, où on part de ce que nous, on a l'habitude de faire en BI, à savoir les analyses descriptives. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est le reporting, hein, comme on a l'habitude de le faire, data warehousing. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah, c'est horrible. Merci. Donc, changement de micro. Ouais, c'est un peu plus fort, non? Ouais. Donc, la BI sur la partie que nous on maîtrise qui est en bas, et puis plus on monte dans les différents types d'analytics, et plus on arrive vers le machine learning. En sachant que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, ça on gère. Pourquoi ça s'est passé? Ok, j'ai monté mon cube, j'ai mes données historiques, je vais faire mon TCD, puis on le connaît tous, hein. On drag and drop une dimension, on regarde. Ouais, ça n'a pas l'air de trop varier, on l'enlève, on en met une autre. Ah ouais, là, ça a l'air d'être pas mal. On le fait à la mano, potentiellement, on va passer à côté de tout un tas de trucs. Enfin bon, ok, on est capable de le faire, mais c'est pas très élégant. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi. Potentiellement, je peux prendre cette connaissance, et je sais que certaines conditions vont faire que quelque chose va se passer. Si il pleut et qu'on est un dimanche, et que mon magasin il est fermé, mes ventes, elles seront pas bonnes. Ouais, ça paraît débile, mais... Voilà, type de choses qu'on peut faire. Et évidemment, ensuite, on va pouvoir dire, OK, maintenant que je sais ce qui va se passer, je vais pouvoir jouer sur ces paramètres. Est-ce que s'il fait beau et que mon magasin est ouvert, je vais faire plus de ventes? Je vais pouvoir jouer sur ces différents facteurs, et c'est là où je vais comment faire que les choses se placent. Puis les Chinois, comme ça, ils tirent des missiles dans le ciel pour faire exploser les nuages, comme ça il y a de la pluie, et leurs récoltes sont meilleures. Donc ils sont très forts là-dedans. Voilà, donc BI, on automatise la partie descriptive
et ça permet les autres couches, mais à la main, pas forcément très élégant. Et machine learning, on va outiller, voire automatiser la partie diagnostique et prédictive, pour permettre de faire la prescriptive à la main. Pour le moment, enfin, il y a des nouveaux algos qui existent qui permettent de faire ces choses-là, mais c'est encore pour le moment relativement limité. Et un exemple assez simple de ça, c'est Ikea. Pourquoi Ikea? Non, c'est du retail. Je les ai pris Ikea parce que ça n'a jamais été mes clients, donc comme ça je peux dire des bêtises sans avoir de revanche. Pour une boîte comme Ikea, on saurait construire son data warehouse de manière assez simple. Suivre les ventes, gérer les inventaires, tout ce qui est supply chain, on sait faire. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise. Au pire, on le fait sur Reporting Services, c'est pas forcément très joli, mais on sait faire. Par contre, si je vois mon suivi des ventes, j'ai une chute ponctuelle, comment je vais pouvoir expliquer ça, comment je vais pouvoir le diagnostiquer? À part, comme je vous le disais, avec des TCD puis des croisements à la mano, ce qui n'est pas forcément génial. Avec le machine learning, on va pouvoir corréler les différents facteurs qui ont eu lieu à ce moment-là et déterminer lequel a le plus d'impact et lequel a du sens par rapport à ça. Alors évidemment, le machine learning va vous calculer des corrélations, va vous dire, voilà, j'ai une chute des ventes, il y a tel et tel facteur qui ont une corrélation avec ma chute des ventes. Il faut quand même un être humain à la fin pour dire, ok, ça a du sens, ou ok, c'est, vous savez, la différence entre la corrélation et les conséquences. Des fois, ça n'a rien à voir. Donc il faut toujours un être humain. Mais au minimum, ça nous permet d'automatiser ces choses-là. Un autre exemple rapidement, c'est dans une usine de production. Avec les couleurs, on reconnaît que c'est la même chaîne. Je sais faire de la BI et faire du reporting sur ces sujets-là. J'ai des capteurs sur mes robots, ils vont calculer des angles de rotation par minute, de la vibration, de la chaleur, un mouvement, des choses comme ça, et qui vont me permettre de suivre globalement la performance de mon robot dans le temps, est-ce qu'il vibre de plus en plus ou des choses comme ça. Avec machine learning, c'est un truc qu'on vous l'a déjà répété 25 fois, et moi je trouve que l'exemple est juste magique, et il a vachement de sens. On va pouvoir rajouter qui est tombé en panne à quel moment, quel robot est tombé en panne à quel moment, et faire une corrélation entre la vibration et la température et le fait qu'il soit tombé en panne. Et comme ça, on va pouvoir dire si pendant 3 jours, mes vibrations dépassent tel niveau et ma température dépasse tel niveau, ça veut dire qu'il y a 90% de chances qu'il tombe en panne. Donc à partir du moment où je vois apparaître ces symptômes, je vais pouvoir déclencher une maintenance et aller réparer mon robot avant qu'il tombe en panne. Et ok, quand on y pense, ouais, c'est vachement logique. Ouais, c'est vachment logique, mais si on essaie de se faire ça avec Reporting Services et même en SQL, on se dit, là, on va sacrément galérer, quoi. Donc voilà un domaine où le machine learning a d'énormes avantages. Ou même pour des devs, en C# typiquement, avec une série de ifs and else, on pourrait très bien arriver à ce genre de truc. Le problème, c'est qu'en termes de maintenance, ça va être un code qui va être vraiment pourri, des cases successifs. Et là, on peut laisser le développeur, il va vous en vouloir si vous le mettez à faire des trucs comme ça. Là, on peut laisser la machine faire toute seule, donc on est gagnant. Ce qui arrive à une définition du machine learning qui est la suivante, des systèmes capables d'apprendre de leurs expériences. Donc c'est bateau, mais moi je trouve que ça tient bien la route. Le petit robot, là, c'est le robot de Coursera, donc qui est des cours en ligne, je vous ai mis l'URL là, que moi je trouve vachement bien, et tout l'exemple que je vais vous sortir là, il est plus ou moins inspiré de ça. C'est un cours de 10 semaines, il est assez sauvage en termes de maths, mais si vous accrochez, franchement, c'est super intéressant. Si vous perdez le fil, vous n'hésitez pas à me contacter, ou on est plusieurs à l'avoir fait, ou à être en train de le faire, et c'est toujours sympa d'avoir un copain à côté qui est en train de le faire, si jamais vous buguez ou vous n'arrivez pas à avancer, comme ça on peut échanger sur ce sujet-là. Et par rapport à nous, pros de la BI, tirés de l'écosystème SQL Server, le gros avantage qu'on a, c'est que les expériences pour une société, elles sont stockées où? Elles sont stockées dans le dataware. Ça veut dire que nous, au minimum, on est un peu maître de ce sujet-là. On maîtrise la partie expérience. Donc ça veut dire que c'est un sujet de machine learning qui est intéressant pour nous, parce que d'une part, d'un point de vue purement cynique, c'est-à-dire que dans l'entreprise, on va avoir plus de clients internes qui vont venir nous voir en nous demandant des données. Donc ça, c'est cool, ça veut dire qu'on va pouvoir facturer pour les externes, et puis pour les internes, on va justifier ces budgets exorbitants pour changer de machine. Au maximum, on va se dire, OK, on va réussir à réintégrer ces services-là dans notre catalogue et dire, c'est cool, je vous fais mon rapport comme j'ai l'habitude de le faire, que ce soit sur n'importe quel techno. Je vais pouvoir rajouter un trend, je vais pouvoir rajouter une corrélation, je vais pouvoir rajouter un forecast avec des petites équations pas trop compliquées. Et là, vous allez voir votre responsable marketing, vous allez lui mettre un trend, par exemple, sur des indicateurs sociaux, ou même mon responsable d'usine lui dire, telle machine, elle risque de tomber en panne, tu ferais bien de la changer. Il suffit de changer un seul robot à 100 000 € pour que vous ayez justifié toute votre veille technologique et tout le temps long. Donc voilà, c'est vraiment un domaine qui est intéressant pour nous, et vous êtes là, donc c'est bien, c'est que vous êtes intéressé par ce sujet-là. C'est intéressant, mais c'est risqué. Ça, c'est un graphe que j'ai déjà sorti sur mon blog de Drew Conway, qui est un monsieur qui connaît un peu le machine learning. Et ce monsieur, il dit, OK, machine learning et data science, on les met où? On les met au milieu de hacking skills, c'est tout ce qui est technique. Ça, normalement, on maîtrise en BI. Maths et stats, on est un peu moins bon quand même.
même voire carrément mauvais. Et de l'expertise métier, expertise métier en BI, à partir du moment où vous avez fait 2-3 dataware, vous maîtrisez un peu le sujet. La BI, elle est où? Elle est pile poil dans la zone de danger, donc ça, c'est pas cool. Si on a un pro de la BI à gauche en costume, on le reconnaît au costume. On a le machine learning à droite, il est mignon, on a envie de le prendre dans ses bras, mais il risque de nous griffer très fort. Si vous ne voyez pas la référence, c'est Archer, c'est une très bonne série que je vous encourage à voir. Et par rapport à ce sujet global, la session d'aujourd'hui, elle va être en mode chaton, pour ne pas se faire du mal, pour ne pas se faire griffer trop fort. On va rester à un niveau relativement simple, pas se faire violence. Et pour illustrer tout ça, on va partir d'un cas plus ou moins théorique. Oh, je suis allé trop vite. Qui est, voilà, et c'est pour ça que je dis qu'il est théorique, parce que je veux vendre mon appartement à Paris, comme si j'étais propriétaire à moins de 60 ans à Paris, c'est un peu pas possible. Donc je veux vendre mon appartement à Paris, il fait 2 pièces, il fait 55 mètres carrés, et globalement j'aimerais bien avoir un prix moyen du marché, en sachant que le marché est quand même assez volatile en ce moment. Donc j'aimerais bien savoir un peu comment il se comporte, voir un peu comment faire pour trouver le bon prix qui va me permettre de vendre sans perdre trop d'argent non plus. Et c'est là où on retrouve toute l'approche machine learning qui diffère un petit peu de l'approche BI. Une approche BI, quand on la fait bien, quand on a lu le Data Warehouse Toolkit, on part d'un processus métier de l'entreprise et on va construire un data mart là-dessus. Donc j'ai mon processus des ventes qui va plus ou moins correspondre à 1 ou 2 tables de faits et je vais construire mes dimensions qui vont autour. J'aurais-il que, voilà, peu importe la question que je vais vouloir poser, je m'en fous de suivre mes ventes, je m'en fous de suivre ma quantité par produit. Enfin, c'est toujours la blague du business analyst qui vient vous voir en vous disant « Ah, j'ai 300 KPI ». Et puis quand vous regardez, finalement, il y a chiffre d'affaires par an, chiffre d'affaires par produit, chiffre d'affaires par couleur de produit. Non, en fait, c'est le même. Cette approche, voilà, on attaque les processus métiers. En machine learning, on va répondre à une question. Et des questions, juste en changeant un mot dans ma question, ça va être une question différente avec un pipeline de données, donc une solution différente. Donc c'est pas la même approche, c'est ça qui nous fait un petit peu bizarre pour nous. On va se dire, mais attends, je vais répéter 8 fois la même chose. Oui, tu vas répéter 8 fois la même chose avec des variations. Ne cherche pas à optimiser pour le moment, réponds à chaque question et on verra après ce qu'on va en faire. Et pour revenir à nos moutons, donc ma question, je vends mon appartement, comment déterminer le prix? Évidemment, je vais mettre un critère en entrée en fonction de cette superficie. Donc vous voyez le graphe, évidemment, on va faire un petit peu de maths. On a ce nuage de points qui correspond au prix du marché. Enfin, je suis allé chercher sur PAP différents prix. Je les ai mis sur mon graphe. En fonction de la superficie, j'ai un prix. Et l'objectif, grâce à la magie du machine learning, boum, machine learning, c'est d'arriver à trouver une droite qui va m'indiquer, à partir de mon appartement, qui fait 57 mètres carrés, je veux avoir le prix qui correspond à peu près dans le marché. Donc évidemment, la première étape, ça va d'aller chercher un dataset. Et pour aller chercher un dataset, moi, ce que j'ai fait, c'est je vais sur particulier à particulier, je récupère les données avec Kimono et je vais faire mes analyses avec Power Query. Donc, je vais vous les montrer rapidement parce que même si ce n'est pas complètement focus sur le cœur de la session, c'est des choses qui m'intéressent. Moi, je trouve qu'ils marchent vachement bien et juste pour que vous les ayez. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le machine learning, je ne sais plus qui c'est qui disait qu'en gros, un projet de machine learning, c'est 80% de data cleaning. Donc nous qui sommes habitués à faire de l'ETL, c'est des choses qui ne vont pas nous perturber. Arriver à récupérer les données, les nettoyer, les mettre dans un format relativement propre et les fournir au modèle, c'est 80% du projet. Donc rien que pour ça, à mon sens, on a une légitimité à aller faire du machine learning. Rien que pour cette partie-là. Si vous allez voir un data scientist et vous dites « je ne connais rien en algo », je ne connais rien à votre processus OR ou au Azure Machine Learning, mais je suis capable de vous automatiser le traitement des données, l'alimentation des données dans un dataset propre mis à disposition régulièrement, rafraîchi régulièrement. C'est bon, le chèque il est signé tout de suite, vous partez. Clairement, c'est des choses intéressantes pour eux. Donc voilà, je me mets sur PAP, et moi ce qui m'intéresse, c'est que je vois que j'ai des 2 pièces de 32 mètres carrés à 475 000 €, complètement normal comme prix, c'est absolument pas délirant. J'en ai un deuxième qui est là, et bon, c'est un format qui n'est pas vraiment élégant pour aller chercher des données, et évidemment je me suis pas mis sur le bon browser, c'était celui-là que je voulais. Ah si, c'était bon. C'était le bon, c'était pas le bon. Non, c'est pas le bon. C'est celui-là, voilà. Il y a une boîte, évidemment, une start-up californienne, qui a sorti un petit add-in qui s'appelle Kimono. Donc là, je suis bien sur mon site PAP, je suis content. Et quand j'appelle, donc c'est un petit favori, quand j'appelle le favori,
il va recharger la page dans un frame sur lequel il va rajouter, si le réseau marche bien, ou peut-être pas, ou peut-être ils font une maintenance. C'est toujours bien quand on fait des démos sur des services en ligne. Quand ça marche, c'est chouette. Voyons, chez eux, ils habitent là. Bon, au minimum, ils sont là, donc ça veut dire que je pourrais l'attaquer. Évidemment, j'ai préparé le truc, hein, donc j'en ai une déjà configurée. Je suis pas un ouf. J'aurais bien aimé vous montrer ça. Ouais, cool. Alors, on voit qu'en haut, il a ajouté un petit bandeau. Et en fait, on va lui dire, OK, ce que je veux récupérer, c'est ça, qui est la même chose que ça. OK, et là, je vois qu'il me dit que j'en ai 40. Et en fait, il va dire, OK, tous ces éléments-là, tu veux les récupérer, et on va appeler ça comment? On va appeler ça le label. OK, chouette. Je veux un deuxième champ. Mon deuxième champ, ça va être mon nombre de pièces. Donc, je le veux là. Il est là. Ça, par contre, ça n'en fait pas partie. 36, ça veut dire qu'il m'en manque quelques-uns. Hop. Il est là. J'en ai bien 40, parce que je suis à 40 éléments par page. Ça, je vais appeler ça le nombre de pièces, etc., etc. Et je vais donc aller aspirer toutes mes différentes données, comme ça, de manière très graphique, et je vais pouvoir, comme ça, après les importer dans ma stack machine learning. Ceux qui suivent un peu Kimono, là, ils ont rajouté un truc génial dont je me suis rendu compte hier, c'est qu'il reconnaît le nom de domaine pap.fr et il dit tiens, il y a déjà des gens qui ont travaillé à créer des API là-dessus, donc on peut profiter du travail des autres. Moi, je trouve ça top. Une fois qu'on a fait ça, il génère une API. Donc elle est là, qui nous permet de pré-visualiser les données. Si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez déjà télécharger un CSV ou un JSON pour aller exploiter vos données. On peut crawler les pages. Donc là, typiquement, je lui ai dit, va crawler de la page 1 à la page 400, parce que je suis un petit cochon. Donc en même temps, je fais de la pub à PHP, en même temps, je leur aspire les données. Voilà, c'est donnant-donnant, même s'ils ne sont pas au courant. Et ensuite, l'objectif, c'est de récupérer donc un endpoint, un point de terminaison. Je vais copier le lien. Je vais me mettre dans Excel. Évidemment sur Windows, puisque j'ai besoin des outils Power BI fantastiques, dont le préféré de tout le monde, et puis à chaque fois qu'on fait une présentation sur Power BI, tout le monde vous dit mon préféré c'est Power Query. C'est triste pour les autres quoi, quand on y pense, parce que c'est les préférés de personne. C'est un peu triste. Donc voilà, on va voir Power Query, et donc Power Query qui est un add-in, il y a suffisamment de sessions sur Power BI, donc je vous encourage, peut-être même aujourd'hui, je ne sais plus. En tout cas, il y en a eu plein hier. Sinon, vous tapez Power BI dans Google, je pense que vous devriez vous en sortir. Et je veux aller aspirer des données depuis le web. Je lui donne le fameux endpoint que j'ai récupéré côté Kimono. Vu que c'est du JSON, il y a 2-3 petites modifications. Donc, il me dit, OK, ton dataset, c'est quoi? On voit le nom de l'API, j'ai 2500 lignes. Il me donne tout un tas d'infos. Moi, je lui dis, OK, on va descendre au niveau ligne, enfin au niveau collection. J'ai une première collection dans laquelle j'ai une liste. Là, je vais passer ça en table. OK. Je vais lui dire de m'ouvrir mes différents records. Et là, on se retrouve déjà, on voit qu'on a mes labels. Je vais ouvrir au niveau du prix. Je vais ouvrir au niveau du label. Ça, c'était la localisation, pardon. Le nombre de pièces, il est là. Et la surface, elle est là. Voilà. Et je vais me retrouver avec un dataset. Je vais l'enregistrer. Et il va apparaître ici. Le fameux dataset que je vais pouvoir utiliser pour mon analyse. Donc ça, c'est super chouette. Et bon, évidemment, il y a tout un tas de règles de nettoyage. Je vais pouvoir enlever le row, je vais enlever le point, je vais découper pour récupérer mes arrondissements de manière propre. Et globalement, on va se retrouver avec un dataset avec pas beaucoup de colonnes et puis uniquement les informations qui m'intéressent. L'énorme avantage de ça, c'est que quand je vais faire refresh, il rappelle Kimono, Kimono rappelle PHP, réexécute l'extract, le crawl, et me renvoie des données mises à jour. Donc ça veut dire que je peux faire comme ça des mises à jour et je n'ai pas à tout refaire à la mano. Donc ça, enfin, pour moi, c'est un outil qui est super propre et c'est pour ça que je voulais en parler. Et comme je vous le disais, ça fait partie du deal puisque en machine learning, vous allez voir, vous avez passé votre temps à faire du nettoyage de données, c'est un des points les plus... Ah non. Ah oui, c'est bon. Parce qu'on a eu une petite aventure avec les écrans, donc chaque fois que je fais ça, ça me met un petit stress. Et on reconnaît à droite, superficie en mètre carré pris en euros. Ok, j'ai bon, j'ai réussi à les récupérer. Je ne suis pas en train de vous mentir, c'est un vrai dataset qui vient avec des vraies données. Et là, on passe on passe la première plutôt. Ok, j'ai mon jeu de données, et maintenant, il va falloir que je détermine à quoi doit ressembler mon analyse. Quel modèle je vais appliquer. En gros, je veux une ligne verte
Okay, je veux ma ligne verte, ma droite, qui passe par un point, qui a une équation, j'espère que tout le monde est bien réveillé ce matin, y égale à x plus b, on a b qui est là, hein, on a a qui est la courbe qui permet d'indiquer la, je ne sais même plus comment elle s'appelle, merci, la pente. Voilà, moi je veux ça, ok, ça je veux ça, c'est bien, mais on est des scientifiques, on est des data scientists, donc il faut qu'on ait un raisonnement un petit peu plus logique. La première question qu'on peut répondre, c'est est-ce que j'ai un jeu de données et je veux déterminer une mesure précise? Oui, ma mesure elle est précise, c'est le prix de vente. Ok, je suis en apprentissage supervisé. Je pars de valeurs discrètes, mes différents points, et je veux avoir une équation, quelque chose qui va me donner cette droite, qui va pouvoir me dire, ok, une valeur continue. Okay, j'ai une valeur continue, un prix, c'est une valeur continue qui va de 0 à Paris, c'est infini, je pense, le prix. Donc ça veut dire que je suis dans le cadre des régressions. Et vu qu'on est au niveau chaton, on va prendre la plus simple, la régression linéaire, avec une seule feature. La feature, c'est quoi? C'est la superficie, un seul paramètre en entrée. Voilà, j'ai eu ce petit raisonnement qui me permet de dire, ok, je vais choisir ce modèle-là à mon cas particulier, adapté à mon cas métier. Première remarque, il existe tout un tas de flowcharts, de graphes assez jolis sur Internet, où vous arrivez en disant qu'est-ce que je veux faire comme analyse, et il va vous prendre par la main et dire est-ce que tu veux faire une analyse de telle chose ou telle chose? Bah alors tu vas là. Est-ce que tu veux deviner un chiffre ou plutôt un attribut, bleu, rouge ou violet? Bah, dans ce cas-là, c'est tel. Voilà. Il existe tout un tas de flowcharts qui vous permettent de faire ça. Enfin, c'est assez facile à trouver. Au pire, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de problème. Premier point. Deuxième point, j'ai oublié. Donc je pense que ça me reviendra. C'est pas très grave. Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on m'a vendu? Tous les gens qui font du conseil, puis plus globalement les data scientists, vous allez à des conférences et vous en vendez la magie du machine learning. En gros, j'ai ma superficie, je la mets dans une boîte noire et il va me sortir une prédiction pour un bon prix de vente pour mon appartement. Ok. Mais déjà, on a compris qu'il y a deux éléments dont on va avoir besoin. C'est mon dataset qui va me permettre d'entraîner mon algorithme. C'est les fameux points sur ma droite, sur mon graphe. Et évidemment, la tronche de mon graphe, moi j'ai décidé que ce serait de la forme y égale à x plus b. Donc c'est déjà deux éléments qui vont me rentrer en configuration de ma boîte noire. Oui et non, puisque cette boîte noire, en fait, je vais l'entraîner avec ces données, mais ce que j'aimerais bien, c'est être capable de la tester. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai entraînée, j'aimerais bien tester sur mes valeurs et puis voir le résultat et me dire, OK, est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis complètement à la ramasse? Donc ça veut dire que la première chose que je vais, et je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez déjà eu des présentations sur ce type d'analyse, un des trucs que tout le monde fait systématiquement, c'est OK, j'ai mon dataset, je vais le séparer à un dataset d'entraînement et un dataset de test. Bah parce que je suis en train d'entraîner mes algos sur des données, je veux quand même tester qu'ils ne font pas n'importe quoi. C'est à ça que ça sert. Et je veux pas que mon algo soit entraîné sur ces données-là, sinon c'est trop facile. Il a été entraîné sur des données, donc évidemment qu'il va me sortir les bons résultats. Enfin, donc voilà, on met à part un petit dataset sur lequel on va faire nos tests. Ok, j'ai ma superficie, j'ai utilisé ces trois éléments et je veux une prédiction de bon prix de vente sur mon appart. Cette boîte noire, on lui a donné un nom parce qu'on n'aime pas en maths appeler les choses boîte noire, donc on l'a appelée l'hypothèse. En entrée, on a un input, une feature qui s'appelle X, qui est ma superficie, et j'ai un output Y qui correspond à la prédiction du prix du marché. Ce qui a donné une petite équation Y égale H de X. Pour le moment, tout le monde est d'accord. Je pense que ça chafouine personne. Et ensuite, en gros, on se dit, OK, quelles sont les choses que je dois deviner, en fait? Quelle est la partie variable de mon algorithme? C'est mon A et mon B dans Y égale à X plus B. C'est le point à l'origine et la pente. Ça va être les deux choses que je vais devoir deviner. Et vu qu'on est en maths et qu'on aime bien utiliser des symboles complexes parce que les gens aient l'impression que ça fait très peur, on les a appelés θ. Donc θ0 correspond à B et θ1 correspond à A. Donc ici, on va avoir en fait mon hypothèse, H, elle ne va pas varier en fonction de X, puisque X, c'est mes points d'entraînement. Elle va varier en fonction de θ. C'est les choses que je vais vouloir faire varier. Mon inconnu dans le problème que je suis en train de résoudre, ce n'est pas X comme on a l'habitude de le faire. C'est bien θ0 et θ1. C'est les deux choses sur lesquelles je vais devoir me concentrer. Ça va être les paramètres de mon algorithme. Et évidemment, vous vous doutez bien que les θ pour un 2 pièces à Paris, ce ne sera pas la même chose que les θ pour un studio à Albi, hein, typiquement. Donc c'est là pour ça que je veux vous dire que ce modèle est adapté à une situation particulière et au dataset que je vais lui fournir en entrée. Donc maintenant, l'objectif de la démarche, ça va être de déterminer quels sont les bons θ qui correspondent à et qui vont me donner un bon résultat. Alors, comment noter les paramètres? C'est ça la question. Parce que pour pouvoir déterminer lesquels sont les bons, il faut que je puisse leur donner une note. Parce qu'à partir du moment où nous, on est capable, en tant qu'être humain, de regarder deux situations et dans tous nos préjugés et nos biais cognitifs, de dire c'est celle-là la meilleure. Mais c'est évidemment ce qu'on veut éviter en machine learning. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on détermine une méthode pour noter ces θ et déterminer lesquels sont bons et lesquels sont mauvais. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de coût, la cost function.
Et comment, en gros, d'un point de vue intuition, comment on va faire ça? On se dit, OK, j'ai une distance là entre, je fournis un X en entrée, j'ai ma prédiction, et j'ai la valeur réelle que celle que j'ai fournie en training. Si je calcule la distance entre les deux, là, je vais pouvoir avoir une idée de est-ce que je suis bon ou est-ce que je ne suis pas bon. Et pour vous montrer un exemple de ça, donc on part avec le même training set, le même set d'entraînement, donc c'est les mêmes croix bleues, et on va se définir complètement de manière complètement aléatoire, on va se définir deux modèles. Un premier, on a θ0 égale 1 et θ1 égale 0, et donc là, évidemment, c'est la droite y égale 1, et à côté, on en a un deuxième qui, lui, a une pente de 0,25, donc là, cette fois-ci, on a une croissance. Ok, jusque-là, ça va. On n'oublie pas ce qu'on était en train de faire. Hein. On est en train d'essayer de deviner le meilleur prix du marché pour ma superficie. Donc moi, je suis à 55 mètres carrés. Je vais monter, je vais mettre ma valeur dans l'équation et je vais avoir un prix du marché. Là, j'aurai un prix du marché à 1, et là, je vais avoir un prix du marché potentiellement à 1,25. Non seulement il est plus haut, donc j'ai gagné plus d'argent, mais manifestement, il est meilleur parce qu'il a l'air, d'un point de vue visuel, de coller mieux à la courbe. Ça veut dire que si je restais sur quelque chose comme ça, avec ces paramètres-là, je perdrais de l'argent. Et ce qui est quand même dommage, parce que j'aime pas dans la vie perdre de l'argent, mais c'est peut-être personnel. Donc voilà, l'objectif, ça va être de dire, il faut qu'on arrive à quantifier le fait que le modèle 1 est moins bien que le modèle 2, que les paramètres du modèle 1, les θ du modèle 1 sont moins bien que les θ du modèle 2. Et pour ça, donc, on utilise la fonction de coût, J, qui n'est pas variable en fonction de x, évidemment, mais qui est variable en fonction des θ. Et dans le premier cas, donc bon, c'est un chiffre complètement, sortez pas les calculettes, c'est complètement aléatoire. Mais d'un point de vue visuel, on se rend compte qu'on a une certaine valeur, la valeur orange, qui est beaucoup plus grande que dans le modèle 2. Donc ce qu'on va pouvoir dire comme ça, juste en jugeant là, on va obtenir une valeur mathématique, rationnelle, calculée, déterministe, qui va pouvoir me dire, OK, mon modèle 1 est moins bien que mon modèle 2. Donc le modèle 2 va me donner un résultat qui est meilleur que le modèle 1, à partir du moment où je fais mon petit calcul. Ça, c'est cool. Cette fonction-là que je viens de vous montrer, c'est les erreurs au carré. C'est une méthode parmi d'autres. Je pourrais en choisir une autre. Il y en a plusieurs. Et chaque algo, globalement, a la sienne. Elle s'applique différemment à chaque algorithme. Là, vous avez une formule pour les matheux. C'est en gros une distance. Hein, on reconnaît un calcul de distance. Bon, peu importe. Normalement, pour vous, ça doit être abstrait, ça. En termes de, on va le voir sur Azure Machine Learning. Cette formule, vous ne la voyez jamais. Mais elle existe, elle est là et elle a un impact. Et la dernière chose qu'on peut s'interroger par rapport à cette partie modèle, c'est dire, OK, mais tu es quand même parti d'un modèle 1 et d'un modèle 2 auquel tu as donné des valeurs de manière aléatoire. Ces valeurs, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tester toutes les combinatoires possibles de θ0 et θ1 pour arriver à trouver un résultat? Ou est-ce qu'il y a une méthode mathématique un petit peu plus élégante pour tester ces choses-là? C'est la dernière pièce du puzzle, en fait. On a les données, donc le training set, les croix. On a un modèle type, l'équation que j'ai choisie. On sait le noter. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est une méthode d'optimisation. Et la méthode traditionnelle, une des deux méthodes traditionnelles sur la partie régression linéaire, c'est le gradient descent, la descente de gradient. Ouais, ça se traduit différemment, je crois que c'est trop facile. Qui va dire, OK, on va partir de premières valeurs au hasard. Okay, et on va faire varier les paramètres, on va faire varier θ0 et θ1 en fonction, on va leur ajouter, on va leur soustraire un delta de leur dérivée partielle. Donc en gros, on prend la direction de variation, on se met dans le sens inverse et on avance d'un pas. Soit la fonction j, elle a diminué, et auquel cas, je suis content, je vais continuer. Soit elle a augmenté. Si elle a augmenté, potentiellement, c'est que non seulement je suis descendu en bas du trou, mais je suis remonté de l'autre côté. Bon, voilà. Là, ça commence à être un point où, voilà, même moi, je suis moyennement confortable de vous en parler. Quand je regarde le truc, ça m'a l'air complètement évident. Quand après on en parle, je me rends compte que j'ai rien compris. Mais globalement, voilà, on sait que c'est là, on sait que c'est une méthode. Et c'est important parce que, on va le voir à un moment, on a à choisir cette méthode. Et cette méthode, elle a des avantages, elle a des inconvénients. Elle a un avantage, c'est que, alors, je l'ai mis en petit là. On se rend compte avec le graphe qu'en fonction de mon point de départ, je peux trouver des minimums différents. Et potentiellement, là, on a un minimum qui est vachement meilleur que l'autre. Ça veut dire que si j'ai le malheur d'initialiser au mauvais endroit, je vais me retrouver à un minimum qui est de ma variable de coût avec des paramètres qui ne sont pas les meilleurs. Sauf qu'on a de la chance, dans la régression linéaire, il n'y a pas d'optimum locaux, il n'y a qu'un seul minimum. Donc ça veut dire que des puits bleus, il n'y en a qu'un seul. C'est une particularité de la régression linéaire. C'est pour ça qu'on se permet d'utiliser le gradient descent sur de la régression linéaire. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Ou alors, dans d'autres cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter 10 gradients descent différents et on va checker quel est les minimums le plus bas pour contrevenir à ça.
Donc ça, et potentiellement, ça va. C'est là où la couche d'abstraction entre typiquement Azure Machine Learning, comme on va le voir, et la réalité du machine learning vient vous mordre dans les fesses. C'est que vous allez choisir un algo, potentiellement, vous allez le faire tourner qu'une seule fois, il va trouver un optimum locaux, il ne va pas trouver le meilleur minimum, et vous n'allez pas avoir des très bons résultats, et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc il faut quand même, malheureusement, il y a toujours le niveau entre les mathématiques et je fais des drag and drop dans mon interface, il est relativement faible, et rapidement, on a des impacts. Donc, si on reprend ma vue globale, j'ai donné un training set, j'ai donné un test set, j'ai choisi mon type de modèle, je rajoute en termes de paramètres, enfin de facteurs qui va faire varier mon algo, ma fonction de coût et ma méthode d'optimisation, le gradient descent. Ce qui veut dire qu'au final, pour avoir mon y égale h de x, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, au minimum 5 choix à faire. Et évidemment, vous vous en doutez, chacun de ces éléments a des paramètres en entrée, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Typiquement, pour ma méthode d'optimisation, j'ai le point de départ et j'ai le nombre de fois où je vais l'exécuter. Donc, de nouveau, j'ai 2 pas. En fonction de chacun de ces éléments, vous allez avoir des résultats différents. Voilà, c'est pour vous dire que... Et là, on est en mode chaton, c'est l'algorithme le plus simple du cas le plus simple. Donc, ouais, c'est chaud. Mais ça se fait. Mais non, mais... C'est surtout qu'on va voir. On va passer sur Azure ML. Et on va voir en quoi ça va nous impacter, en fait. Oui. Je crois que nous, l'approche qu'on a, la question c'est est-ce que c'est un sujet côté IT ou est-ce que c'est plutôt un sujet côté... est-ce qu'on doit se faire aider côté data science et compagnie. Je crois que pour faire des choses vraiment compliquées, quoi qu'il se passe, il faudra un scientist, il faudra un matheux. J'en suis persuadé. Maintenant, je crois que la plupart des problèmes business, et comme d'habitude, il y a la recherche fondamentale qui est tout là-haut, et puis il y a les problématiques business qui est quel est mon chiffre d'affaires sur le prochain quarter. Faire une petite régression linéaire, au pire on fait varier 2-3 paramètres et puis on a un résultat. Et je pense que ça fait aussi partie... ouais, c'est comme ça. De toute façon, quoi qu'il se passe, on parle d'une question métier, à mon sens. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être des projets poussés par l'IT. Ça doit être des projets tirés par les métiers. Et c'est pour ça qu'il y a vachement... dès qu'on entend parler de machine learning, c'est tout le temps marketing. Et même, on se faisait... Il y a des gens, je ne sais plus qui me faisaient la remarque, qui était très judicieuse, de dire, les data scientists, si vous regardez un peu les offres, les CV des mecs, ils sont vachement spécialisés sur un domaine métier. C'est-à-dire que vous avez un data scientist marketing opérationnel, industrie lourde, chimie, pharmacologie. Voilà, parce que dans ce sous-domaine, on va utiliser certains algorithmes plus que d'autres. Et plus on descend, et donc eux, ils sont vachement... Nous, en BI, on n'a pas ça. Enfin, on essaie de ne pas l'avoir. C'est rare de trouver des profils BI Finance ou BI Retail. Moi, je ne le conseille pas. Enfin, vraiment avoir un recul, puis c'est d'appliquer les choses qu'on apprend à droite sur la gauche. C'est un marché très jeune, la partie data science. Et eux, ils sont encore vachement orientés sur leur business. Et donc, ouais, ils ont vachement d'adhérence entre le métier et l'algorithmique qui va derrière. Ce qui ne répond pas du tout à la question originale, mais voilà, j'avais envie d'en parler. Mais ouais, globalement, non, il faut forcément, à mon sens, dès qu'on commence à être un peu velu, faut faire venir un matheux, parce que sinon on va se viander. Donc celui-là, j'en veux pas. Celui-là, j'en veux pas. Je me mets là? Ouais, je me mets là. Donc évidemment, tout est en ligne. L'URL, je vous l'ai montré. Si vous ne l'utilisez pas, ça, c'est vachement bien. Un manager de password, je vous le recommande. Quand vous avez 2 mains pour taper un password. Hop. Et donc, je me log sur studio. Il est où? Il est là. studio.azureml.net. Qui est, puisqu'évidemment, Azure Machine Learning, c'est un service en ligne. Alors, il s'appelle Azure, parce que d'un point de vue organisation, il fait partie de l'équipe Azure chez Microsoft, parce que le back-office, tout est fait sur Azure, et parce que traditionnellement, tout ce qui était facturation se faisait par Azure. Mais il y a une grosse vocation de la part de MS d'ouvrir un peu la chose. Et donc typiquement, là, jusqu'à présent, il fallait avoir un compte Azure avec des crédits Azure pour pouvoir s'en servir. Non seulement ils ont fait une version gratos, mais en plus maintenant, si vous achetez des crédits ou si vous donnez des autorisations aux gens, ils n'ont pas besoin d'avoir un compte Azure qui est lié à ça. Donc ce qui veut dire que c'est beaucoup plus facile à utiliser, et l'objectif, c'est de le mettre dans la main de tout le monde.
Et là, je commence à avoir un peu peur, évidemment. Il y a une version on-premise d'Azure ML? Non, monsieur. Et la question était, est-ce qu'il y a une version on-prem de Azure ML? On-prem chez Microsoft, oui. On-prem à la maison, non. Non, non, non. Ça veut dire que tu fais sortir tes données. Les données sortent, tout à fait. Tout le monde ne sera pas d'accord. Tout le monde ne sera pas d'accord, on est d'accord. Mais maintenant, il existe tout un tas d'algorithmes d'anonymisation des données qui sont transparents sur la partie prédictive. Ouais, quand on en est là, on est là. Non, non, ouais, c'est clair. Pourquoi, enfin... On va voir, on va en reparler, on va revenir sur le sujet. J'aurais bien aimé que ça marche ici. Ah, mais ici, définitivement pas. Hein. Puis il est beau en plus, le message d'erreur, donc on va se mettre là. Donc voilà, j'arrive sur studio.azureml.net et déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que MS a fait un gros effort sur la partie tutoriel, etc. et tout ça, sur comment prendre les choses en main pour que ce soit relativement facile. Il faut quand même se dire un truc, c'est que je vous l'ai montré, on peut tellement rapidement se planter une balle dans le pied que c'est, en même temps, c'est une bénédiction qu'ils aient fait ça. En même temps, vous allez rapidement, enfin, faut pas croire que ça suffit, quoi. Il y a 6 vidéos de 7 minutes. Si vous les faites et que vous faites un algo, vous êtes certain que les résultats sont catastrophiques. Enfin, c'est quasiment garanti. C'est comme hier en plénière, Damien Cudel le disait. Moi, je vous conseille de faire Coursera. Il disait, il suffit pas de faire 2 cours de Coursera pour penser qu'on est capable de sortir des résultats. Non, ça permet de se donner, justement, de se rendre compte à quel point on sait rien et à quel point il faut qu'on soit prudent avec les choses qu'on annonce. Mais globalement, mais par contre, pour la prise en main d'Azure ML, enfin, ça, c'est vachement bien. Et en tout cas, MS fait beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, normalement, voilà. Donc, je vais recommencer ma manip. Et là, j'ai peur, en fait. Parce que j'étais logué sur l'autre quand il a craché. Eh, ce serait marrant, hein. Ce serait marrant qu'Azure ML soit down le jour de la session sur Azure ML. Ou pas. Ah, putain. L'avantage du cloud. Non, c'est pas ça que je dois dire. Ah, bah voilà, bah si, on a la même. C'est cool. Donc, ils sont offline. Chouette. Et ce qui est rigolo, pour l'anecdote, j'étais au MVP Summit l'année dernière. Et il y a le patron d'Azure ML qui est venu faire la démo devant la salle, je pense, des 300 MVP, SQL, Office, Azure. Tous en train de dire, OK, Azure ML. Donc voilà, il déroule ses slides, super. Et il lui arrive exactement la même chose, en fait. Enfin, il arrive, et donc la question, en plus, les gros barbus, les MVP, depuis 15 ans, les mecs, c'est des sauvageons. Il lève la main, il dit, de toute façon, vous faites n'importe quoi, vous mettez tout sur le cloud, il y en a marre. Il dit, ouais, mais le cloud, ça marche vachement bien, puis on peut faire les patchs en ligne, puis on a un SLA de 99,99. Et bah ouais, bah c'est bien. C'est cool. J'avais préparé un super truc, franchement. J'insiste un peu quand même, parce que vous êtes quand même venus là pour ça, donc ça aurait été bien, quoi. Non, si c'est en français, c'est qu'on n'apprendra rien. Oh, mais quand même, il savait, je suis vachement connu, il savait que j'étais là aujourd'hui. Eh bien, écoutez, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a une machine qui pourrait tester si c'est moi ou... Ouais. Ah, bah oui, t'as la session la même après. LOL. C'est vrai?
Tu me prêterais ta machine ou... Ouais. C'est pas la page d'accueil, hein, c'est une fois que tu es logué. Tu sais qu'à Redmond, ils sont tous sur Chrome. Hein, donc, Ah, il faisait le malin. Essaye avec eux. Ça, c'est vraiment une réponse de mec des années 80. Et je peux pas, et ça va m'énerver là. Donc voilà, il est down, donc c'est super. Est-ce que j'ai au moins peut-être vous montrer à quoi ça ressemble? Parce qu'il y en avait qui ne l'avaient jamais vu du tout. Bah ouais, c'est ce que je vais voir si je trouve une vidéo. Non mais on l'arrêtera et on discutera. Allez les gars, on improvise. Hein. On va pas se laisser démonter par... Hein? Voilà. Azure ML. Ah bah il n'y a plus rien qui marche. Ah ouais, tout le monde dans la salle est en train de vérifier là, donc évidemment il n'y a plus de... mais est-ce que je peux juste tenter ça? Reste à y voir. Là, je viens de me déconnecter là. L'espoir dans mon cœur. En tout cas, ça marche sur mon téléphone. Sinon, on va se mettre tous autour du carré. Ah, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un de Microsoft dans la salle, qu'on peut pointer du doigt. J'ai tout noté. Je retire tout ce que j'ai dit si... Écoute, là, ça marche. Ne donne pas des faux espoirs. T'as un port DVI sur ton truc? On va se démerder là-dessus. Ah, je perds ma machine là. Ah, mais alors attends, parce que aussi si j'éteins le... Hein? Ça peut pas marcher beaucoup. Hein. Ça va tomber en marche. Ça tombe en marche? Ça tombe en marche. Ah, ah. Ouais, ou t'as un compte. T'es sûr que t'as pas un compte spécial Ah non, c'est vraiment mon compte perso en plus. C'est même Ah. pas un compte interne. C'est bon, c'est reparti. Roulement de tambour. Et- Houston, on a un problème? C'est revenu? Et t'es connecté. Ah, bravo Microsoft. Joli. Tu disais quoi sur le SLM? Rien du tout. Enfin, tu sais que ça va vite. Hein. 5 secondes, tu les payes cher. Hein. Il y a encore un petit moment, mais c'est pas grave. Donc, on est sur l'interface. On va aller très vite de peur que ça plante, et puis parce que j'ai aussi perdu du temps. Deux objets qu'on peut créer chez eux. Le premier, c'est un dataset. Si vous avez des données locales, typiquement du XLS, ou moi ce que je viens de faire, alors pas du XLS, très mauvais exemple, du CSV, vous le chargez là-dedans et ça monte. Ou du TSV, où il y a même des choses un petit peu plus originales. Des choses de data scientist, là où moi je comprends pas, mais globalement, du RData, si vous faites du R. Ils sont légitimes hein, là-dessus, hein, je ne l'ai pas dit, mais les gens qui ont bossé là-dessus, c'est des gens costauds, croyez-moi sur parole. Enfin, c'est Microsoft Recherche, les mecs qui sont vraiment bons. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se construire une expérimentation. Une expérimentation, c'est quoi? Ça va être justement ce que je vous ai montré, là, le modèle, on va le construire ici. Une expérimentation, il faut bien comprendre qu'ici, on n'est pas en train de construire une solution, on est en train de construire une expérimentation. Ça veut dire que c'est une réponse à une question. En termes de management, de projet, d'assets techniques, machin, etc. Là, on est en train de répondre à une seule question. On n'est pas en train de construire quelque chose de répétable. Si, on l'espère, mais on n'est pas en train de construire un dataware du tout. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire.
Voilà, donc je vais donner un petit nom. Et la première chose que je vais aller faire, c'est aller chercher mon jeu de données. Je l'ai déjà enregistré. Il est où? Moi, je vais prendre celui-là. Voilà, paf, je suis content. Et pour le moment, ça ressemble à du SSIS. Okay, donc, je ne suis pas choqué. Je vais pouvoir aller regarder un peu ce que j'ai à l'intérieur pour vérifier que je ne vous mens pas. J'ai bien un nombre de pièces, une superficie, le prix en euros, un arrondissement, un code postal. Il me met des petits graphes, c'est mignon, moi j'aime bien. J'aimerais bien qu'on ait ça dans nos autres outils, parce qu'avoir un petit profiling comme ça, moi je trouve ça quand même pas mal. Mais évidemment, j'ai d'autres sources de données. Hein. Ça, c'est un peu offline, c'est pas très automatisé. La grosse force de cet élément-là, c'est d'être capable d'automatiser des pipelines de données. Et c'est là où on va aller chercher typiquement des readers. Et dans les readers, on a du blob storage, du SQL Azure. En HTTP, on peut attaquer quand même pas mal de choses, du Hive Query. Et Power Query, c'est de l'OData, je crois. Donc voilà, mais globalement, voilà le type de flux de données qu'on va pouvoir construire avec ça. Évidemment, vu qu'on est en ligne, moi je recommande largement du Azure Blob Storage, mais évidemment, c'est en ligne. Donc toi, tu t'en vas, j'ai pas besoin de toi. Première chose qu'on va faire, c'est dire... alors, l'attitude d'un algorithme machine learning, c'est qu'il prend toutes les colonnes. Okay, il prend en compte toutes les colonnes. Donc ce qui veut dire que si je ne veux me réduire que à ma superficie, il va falloir que j'enlève les autres. Donc la première chose que je vais faire quand on est les bons langages mathématiciens, c'est une projection évidemment, autrement appelé le select dans le langage SQL, où je vais lui dire ne prends que les colonnes qui m'intéressent. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression normalement il est un petit peu plus rapide que ça. Hein. Il est en train de rebooter. Ouais, là il est sur une instance. Donc je veux la superficie et je veux le prix en euros. Ok, je suis content. Ça c'est ma première étape. Ma deuxième étape, ça va être, vous vous en souvenez, hein, je vais faire un split. J'ai la moitié de mes données qui vont partir à gauche pour faire mon training et l'autre moitié qui vont faire mon test. Okay. Et ensuite, je vais aller choisir mon algo. Mon algo, il est où? Il est là. Donc, je suis dans mon initialisation du modèle. En initialisation du modèle, j'ai à l'heure actuelle, 3 grandes attaques, hein, la classification, le clustering et la régression. Nous, on est dans une régression et je suis sur une régression linéaire. Donc c'est là où je vous dis que là, déjà, premier choix, je vais choisir une régression linéaire. Il faut quand même le savoir. La régression linéaire, elle a tout un tas de paramètres. Et typiquement, là, on voit qu'on retrouve mon gradient descente, mais il y a d'autres méthodes potentielles d'optimisation. Une option, pour ceux qui connaissent, la normalisation des features, c'est juste une case à cocher. En gros, ça permet de dire, j'ai un prix de vente qui va de 0 à 1 million. 1 milliard. J'ai ma superficie qui va de 0 à 200. Potentiellement, si je lui mets dans une même équation, je vais avoir des résultats qui vont ressembler à rien parce que les échelles sont tellement distordues qu'il va y en avoir un qui va prendre plus de poids sur l'autre. Et là, typiquement, il ramène tout entre -1 et 1 et il average tout pour qu'il ramène tout en gros dans une échelle entre -1 et 1 ou entre 0 et 1 comme vous voulez. Normalement, il faut faire ça à la mano, typiquement en R, c'est vous qui le tapez. Après, bon, voilà, c'est des moyennes et puis on recalcule tout. Mais là, globalement, c'est fait juste en cochant la case. Donc, c'est quand même mignon. Et là, on voit qu'on a des attributs supplémentaires qui, quand on connaît une descente de gradient, ouais, c'est des choses qui vont nous parler. Quand on ne connaît pas, on laisse et on fait confiance à Microsoft. Mais voilà, première chose où potentiellement, il y a des paramètres sur lesquels on va pouvoir influer qui peuvent avoir un résultat quand même, un impact important sur le modèle. Ok, donc j'ai choisi mon modèle. On se souvient que la première chose que je dois faire, c'est l'entraîner. Donc je vais entraîner mon modèle il va entrer. Et c'est là où l'abstraction déjà pour les gens qui font du SSIS, elle commence à se casser un peu. C'est que cette ligne-là, c'est plus des données. Hein. Okay, donc on revient un peu en mode DTS là, pour ceux qui étaient encore là déjà à l'époque. Voilà, donc on n'est pas en train de faire de la pipe. Quand vous voyez ça, spontanément, un développeur BI va dire « Ah chouette, c'est SSIS, je vais faire... » Non, stop. On n'est pas en train de construire un dataware, on est en train de construire un pipeline de données qui va me donner une réponse. Et 2, ça, c'est pas un flux de données, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc mon modèle en entraînement, il veut quoi? Il veut mon dataset d'entraînement et puis un modèle. Et en gros, on va lui dire quelle est la colonne que je dois deviner, quel est l'objet de ma détection. C'est mon prix en euros, parce que je pourrais là deviner à partir d'un prix en euros une superficie. Là, je ferai une autre question qui serait j'ai 400 000 euros, quelle est la superficie à laquelle je peux espérer? Qui est une question différente, mais qui ici, typiquement, voilà, c'est là où ça s'inverserait. Ce modèle, une fois qu'il est entraîné, je vais vouloir le scorer, c'est-à-dire le comparer à mon dataset de test, les 20% que j'ai mis de côté. Qu'est-ce qui est en sorti ici de celui-là? Un modèle entraîné. Donc là, ce n'est pas des lignes. Là, c'est un modèle qu'on a. Okay, qu'est-ce qui est en sorti de mon modèle de score? Là, par contre, j'ai un dataset. Je vais avoir mes 20% de lignes auxquelles je vais appliquer mon algo et ça va me donner un résultat. Et la dernière chose que je vais pouvoir faire sur ce modèle, c'est l'évaluer, c'est-à-dire calculer tous les indicateurs de performance classiques qui vont avec
pour savoir est-ce qu'il est bon ou pas. Donc typiquement, ça va être le R carré qui va pouvoir me donner 0, il n'est pas bon. Négatif, j'ai fait n'importe quoi. 1, il colle à 100% à mes données. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, on va voir pourquoi. Et une fois que je suis content que j'ai fait tout ça, je le fais play et il tourne. Donc normalement, il tourne vite. C'est là où je me faisais la réflexion que finalement c'est bien d'avoir un co-speaker parce que ça permet d'avoir des petits échanges, on peut faire un petit numéro de claquette. Normalement, il tourne relativement bien, il bosse vachement dessus. Derrière, ça se voit pas, mais ils sont censés paralyser les choses. Bon là, je ne vous l'ai pas montré, mon dataset il fait 200 lignes, donc on ne peut pas paralyser grand-chose. Hein. Je pense que le temps de monter les instances, on a terminé. Mais ça tient quand même bien la charge. Il y a des petits problèmes sur certains cas qui ne sont pas paralysables. Parce qu'en fait, le gros débat du machine learning, c'est ce qu'on appelle, évidemment, je ne vais pas m'en souvenir, donc je vais passer pour une bille, la vectorisation. En gros, toutes les lignes qu'on est en train de faire, en fait, vous vous rendez compte qu'on fait des traitements ligne à ligne. À chaque fois, on a un training point, donc une valeur en entrée, une valeur en sortie. Je vais dérouler mon traitement, je vais obtenir un résultat. Je vais le réintégrer dans ma gestion des paramètres, etc. etc. Il y a une autre manière de faire, c'est en calcul matriciel. C'est-à-dire que je vais prendre une grosse matrice, et toutes les opérations qu'on fait, en fait, c'est des calculs matriciels qui sont transposables. Enfin, on peut les appliquer en calcul matriciel. Donc ça veut dire que je vais à la place de faire une opération ligne à ligne, je vais faire une opération en batch. Là, on est en data, on se souvient, hein, on préfère toujours faire du batch que du ligne à ligne. Et typiquement, sur les problèmes sur lesquels on peut faire ce type d'opération avec les algos qui le permettent, parce que tous les algos ne le permettent pas, on va gagner beaucoup de temps. J'ai peur. J'ai très peur. Et vu que j'en avais déjà fait un, vous allez me croire sur parole, je pense. Ou pas du tout, parce qu'en fait, il est en train de me lâcher. L'avantage aussi, c'est bon. L'avantage aussi, c'est que quand il y a un algo qui tourne, on peut aller faire autre chose, puisque c'est l'avantage du cloud. Quand on lance un package SSIS, le Visual Studio il est bloqué sur l'exécution du package, je ne peux rien faire d'autre. Là, si. Oui, mais ce n'est pas une réponse. Donc manifestement, ça tourne bien pour faire des drag and drop, mais les algos n'ont pas l'air de tourner. Donc j'avais fait quelques tests. On va aller voir un autre. C'est pas celui-là que je voulais voir. Donc, c'était pas difficile. Mais c'est dommage, parce que c'était vachement intéressant ce que je voulais vous faire. J'avais vachement bossé. C'est facile de le dire maintenant. Globalement, voilà, on avait 200 lignes. On utilisait une feature qui était la superficie, une régression linéaire. On arrivait à un résultat qui était vraiment pas joli. Enfin, en gros, en termes de prédiction, on était à un R qui était à 0,1. Globalement, vous ferait mieux de tirer une pièce pile ou face, vous aurez des meilleurs résultats. La première chose qu'on peut faire, c'est arrêter. Vous vous souvenez, je faisais une projection pour ne prendre que la superficie. La première chose qu'on va faire, c'est rajouter d'autres features. Donc au final, ce que je vais envoyer à l'algo, c'est... Ça va pas marcher non plus, ça. Moi, j'espère des trucs. C'est l'arrondissement. Parce que typiquement, on sait très bien qu'à Paris, c'est bien d'avoir une superficie, mais si vous avez 200 mètres carrés dans le 20e ou 200 mètres carrés dans le premier, globalement, ce n'est pas le même débat, quoi. Il y a le nombre de pièces. En fonction, même si vous avez une superficie intéressante, mais c'est découpé en 25 pièces, c'est moins intéressant qu'une super. Voilà. On va rajouter des colonnes. Nous, on va appeler des attributs de dimension, parce qu'eux, ils vont appeler des features. On va rajouter des features pour que l'algorithme puisse tourner sur plus d'éléments. Et donc là, on n'est plus avec une droite en 2 dimensions, évidemment, parce que plus vous rajoutez des dimensions, et plus vous êtes dans un espace avec des dimensions nombreuses. Et voilà, donc j'ai rajouté le nombre de pièces, la superficie était déjà, l'arrondissement et le code postal. Je les ai mis 2 fois parce que j'ai un peu triché. Je sais que intuitivement, je me dis, si je mets que l'arrondissement, j'ai un certain résultat. Si je mets les deux, en fait, je me rends compte que j'ai un meilleur résultat parce qu'en fait, l'arrondissement est plus important en termes de poids que les autres. Bon, c'est une manière de tricher sur ces éléments-là. Et on se rend compte aussi que j'ai passé ça en classe. C'est-à-dire que là, j'ai une belle distribution. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils pensaient que, vu que c'était des chiffres, ils pensaient que c'était des entiers, ils pensaient que c'était une valeur continue. Alors que non, hein. Les arrondissements, évidemment, c'est des classes. Ça a des valeurs déterminées. Donc, il faut quand même lui indiquer pour qu'il s'en rende compte et qu'il arrête de faire des... calculer que le 75 017,8, ça ne sert à rien, en fait. J'ai fait ça, j'ai toujours ma régression linéaire, je l'entraîne, je la score et je l'évalue. Et quand je fais ça, je me rends compte que j'ai mon modèle. Pareil, j'espère. Ou pas. Donc, j'ai mon modèle qui me donne un certain résultat. Et... Ouais, peur de rien. Ça reste...
C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est ça qu'on aime. Voilà, c'est le premier algorithme qui va me donner un certain résultat. Et ce qui est vachement bien avec machine learning, c'est que, et là il va falloir me croire sur parole manifestement, c'est qu'à un moment je me dis, bah ouais, mais j'aimerais bien tester un autre algo. Je vais tester une régression linéaire bayésienne. Ce qu'on fait, c'est qu'on attrape le train, le score et l'evaluate, copier, coller, on retire la droite vers le train model, et on va pouvoir les exécuter les deux en parallèle. Et je vais pouvoir comparer les résultats de mes deux. Donc comme ça, je vais pouvoir comparer les résultats de mes deux modèles et voir si effectivement ça a un avantage ou pas. Troisième point qui est super important, et ensuite il faut que je me stresse parce qu'on n'est pas bon. Voilà, on voit que je suis à 0,56 de R carré, ce qui n'est pas franchement génial. Il y a d'autres indicateurs qui vous donnent un petit peu comment il se comporte, qui n'est pas franchement génial, mais qui est pas mal. Le bayésien, par contre, lui donnait de 0,85, ce qui commence à être un petit peu honnête. Et comme ça, vous allez pouvoir comparer lequel est le mieux et lequel est le moins bien. Ok, super, je suis super content. Maintenant, j'en fais quoi ? Parce que ce qui est cool, c'est que moi, j'ai mon 55 mètres carrés que je veux mettre à l'intérieur de ça. Alors là, il y a une petite manip que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais qui permet de mettre en production ces systèmes. Et comment on les met en production? Donc on opère encore sur le canvas, là, on supprime ce qui est là pour l'entraînement. À la place, on met un input et un output de données en termes de... en gros, on va dire ma chaîne, tu vas insérer des lignes ici, et au cul du modèle entraîné, bah, tu vas me donner le résultat. Et derrière, il va générer une API web. J'aimerais bien quand même vous le montrer, parce que sinon, ça a l'air vachement... C'est celui-là, en fait. Ça a l'air vachement rhétorique. Non, c'est pas rhétorique, voilà. On le voit à droite, pas très bien, mais globalement, j'ai mon modèle entraîné qui est là. Je laisse que mon score modèle. J'ai mon entrée qui est le petit en vert ici. En bleu, j'ai ma sortie. Et en fait, ça, je vais pouvoir le mettre en ligne juste en faisant bouton droit mettre en ligne. Et une fois que c'est mis en ligne, ça expose une API qu'on va pouvoir consommer de diverses manières. Si vous avez un développeur dans l'équipe, bah, il va s'en régaler, parce que pour lui, c'est super facile. Si vous avez des data scientists qui, normalement, ils font du R ou du Python, ouais, normalement, ils font du R ou du Python ou du SAS. Bon, SAS, pour le moment, c'est à part, mais s'ils font du R ou du Python, on peut attaquer le code de manière très simple. Donc, je vais vous montrer. Donc, quand on met en ligne cette API, il génère automatiquement une page de documentation qui donne tous les attributs qui permettent d'attaquer cette API. Et je vais vous montrer tout de suite. Et c'est celui-là. Et vu que c'est des gens bien chez Microsoft en ce moment, ils ont mis en place, en ce moment, d'une manière générale, Franck, ils ont mis en place un petit outil sur le Codeplex qui permet directement depuis Excel d'appeler cette API. Est-ce que c'est pas fantastique? Il y a un petit truc à installer sur la machine. Donc pour le moment, l'install est un peu dégueu en mode ligne de commande, regex, on rajoute machin. Bon, c'est un peu moche. Mais globalement, une fois qu'on a fait ça sur le poste de son copain, on se rend compte que j'ai un petit égal Azure Predict. En entrée, je lui donne mon nombre de pièces, ma superficie, mon arrondissement. Bon, c'est une ancienne API, c'est pour ça que c'est pas le même format. Là. J'avais bossé en mettant Paris 15e à la place de mettre 15. Je lui donne l'URL de mon web service qui est sur ma page de doc. Je lui donne ma clé d'API qui est sur ma page de doc aussi. Et boum, il me sort quoi? Il me donne la standard deviation, la déviation standard et l'estimation pour ma valeur. Donc, c'est-à-dire que ce modèle que j'ai entraîné, je peux directement depuis Excel l'appeler et avoir une prédiction par rapport à sa valeur. Donc, en termes de consommation, c'est quand même pas mal. Et là, voilà, donc là, on voit que j'ai ma clé d'API, là, a été là. J'aurais bien aimé juste vous montrer. Il y a aussi, il vous donne le code, donc si vous faites un peu de R. Là, on voit que j'ai mon URI de connexion. Si vous faites un peu de... Donc, non seulement il vous a généré le code en C#, donc ça va quoi, en Python et en R. Donc en R, CTRL-C, CTRL-V, vous vous mettez dans RStudio. On remplace juste l'API key, évidemment, par la clé d'API que vous avez au-dessus. Et comme ça, vous avez directement accès dans vos outils de travail habituels, que ce soit Excel, R ou Python, les différents éléments. Et ça, je trouve ça super chouette. Il y a aussi une histoire autour du déploiement de ça dans le Azure Marketplace. Et de la même manière, vous attachez un compte Azure dessus. L'API, elle est exposée plus ou moins de la même manière. Les gens, ils se loguent, soit c'est gratuit, soit c'est payant. Et potentiellement, vous pouvez gagner de l'argent là-dessus. Vous le mettez en ligne, on peut l'identifier dans Excel, on lui envoie une valeur, il renvoie la prédiction. Donc voilà, il y a une histoire qui est en train de se monter là-dessus qui peut être pas mal aussi. Voilà en gros pour Azure Machine Learning, ça a été un peu plein d'événements, mais c'est bien. Je finis rapidement parce que ça y est, je suis en retard.
Ouais, je voulais vous dire attention, les problématiques classiques qu'on a en machine learning, c'est ça. C'est que quand on crée des algos, soit on est trop timide et on se retrouve avec le premier à gauche, on est underfit. Globalement, on a une prédiction qui n'est pas trop mal, mais qui n'est pas non plus géniale. Et au final, par rapport à ce que vous vouliez prédire, c'est pas très bon. C'est pas très précis. À l'autre extrême, on a l'overfit, où en gros, on a été tellement agressif sur l'optimisation du modèle qu'il ne faut pas oublier que les points bleus, c'est le set d'entraînement. Donc, on colle parfaitement, on est à 100% sur le set d'entraînement. Seulement, quand vous arrivez avec votre valeur à vous, qui est là, bah là par contre, votre résultat il n'est pas bon en fait. Donc tous vos indicateurs vous disent vert, on est parfait, on est excellent, et en fait votre résultat va être mauvais. Donc il faut toujours faire extrêmement attention et faire potentiellement des doubles tests, faire de la cross-validation. Enfin, il faut vraiment se méfier quand on commence à approcher trop près de la perfection, en général c'est qu'on est en train de faire n'importe quoi. Et évidemment le bon modèle c'est le vert. En sachant que ça c'est un problème qui est connu, qui est maîtrisé, et quand on est dans ce cas-là, il y a tout un tas de recettes. Quand on est dans l'autre cas, overfit, il y a tout un tas d'autres recettes. Donc typiquement, si vous êtes en overfit, il faut rajouter de la donnée. C'est que potentiellement vous n'avez pas assez. Il faut diminuer le nombre de features, vous en avez trop. Ou il faut travailler sur des features différentes qui sont moins corrélées. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut agir pour optimiser son modèle. Et évidemment, pour aller plus loin, quand on veut améliorer son modèle, d'abord, quoi qu'il se passe, le numéro 1, c'est plus de données. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que je fais un set avec 200 lignes et je fais un set avec 2000 lignes. On voit une différence énorme en termes de qualité du résultat. Et ça, quoi qu'il se passe, parce que ce qui est bien avec les gens qui font du machine learning, c'est qu'ils aiment bien abstraire des abstractions et encore des abstraire. Donc, on a un algo de machine learning. Ensuite, on va mettre une couche de machine learning pour choisir le meilleur algo de machine learning. Et on va mettre une couche de machine learning pour choisir le meilleur algo qui va choisir la couche de machine learning. Globalement, le machine learning, c'est ça. C'est un algo sur un algo sur un algo pour choisir les meilleurs paramètres de l'algo du dessous. Et globalement, ils ont fait des tests à savoir qu'est-ce qui valait mieux. Est-ce qu'il fallait plus de données ou des meilleurs algorithmes? Et très clairement, entre quelqu'un qui va passer 10 jours à optimiser son algorithme avec le meilleur scientist en France versus quelqu'un qui va passer de 200 lignes à 2 millions de lignes, celui qui passe de 200 à 2 millions, il va exploser le scientist. C'est clair, net et précis. Même avec une régression linéaire, la mode la plus simple. Donc quoi qu'il se passe, votre problématique, c'est plus de données. Et c'est pour ça qu'on retourne sur le débat de vous, en tant que pro de la donnée, vous avez énormément de valeur à apporter là-dessus. Si vous êtes capable d'ajouter des lignes, de retraiter des lignes qui étaient rejetées et de les rajouter dans le traitement, vous avez une valeur importante. Des meilleures features, donc on est passé de la superficie, on a rajouté le nombre de pièces, on a rajouté le code postal, et là de nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On pourrait rajouter proximité du métro, on pourrait rajouter tout un tas d'arguments supplémentaires. Est-ce qu'il y a un parking? À quel étage? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Oui, non. Il y a une corrélation entre ascenseur, oui, non, et à quel étage on est. Il y a tout un tas de choses qui amélioreraient mon algorithme. Tester l'algorithme, c'est le numéro 3, et à mon sens, c'est le moins important. N'oubliez pas, un pas de recul, on a bossé sur de la régression, donc il y a un sous-cas d'un sous-cas. Et il existe les classifs, les segmentations, puis tous ceux dont on ne parle pas parce qu'ils sont déjà un petit peu plus niveau 2 qui traitent de tout ça. Et votre expertise va se porter, contrairement à la BI, va se porter sur un point particulier. Vous pouvez être très très bon en classification et mauvais en segmentation. Et très très bon en classification dans un domaine industriel ou typiquement médical. Très très bon en classification médicale et au final être une tanche sur la partie segmentation marketing. Et c'est normal, il n'y a pas de honte, c'est comme ça. Et c'est comme ça que vous allez devoir apprendre le machine learning petit à petit sur ces éléments-là. En conclusion, aujourd'hui, et je pense que vous l'avez compris, j'espère, c'est plus un problème d'outils. R, franchement, si vous avez l'occasion de l'apprendre, c'est un langage qui est, moi je trouve, ça fait longtemps que je ne m'étais pas éclaté comme ça, depuis le SQL en gros. Désolé pour les fans de MDX. Et Azure Machine Learning, quand il fonctionne, franchement, c'est de la balle. Il est très simple, vous l'avez vu en drag and drop, et c'est d'ailleurs un peu le problème, c'est que les outils deviennent tellement faciles qu'on peut très facilement se tirer une balle dans le pied. Donc, le maître mot, à mon sens, c'est de l'humilité. Quel que soit le résultat que vous obtenez, vous pouvez avoir des indicateurs complètement ouverts et complètement vous planter. Donc toujours prendre tout ça avec 2 grains de sel. Et si vous faites tout ça, tout ira bien. Donc on se souvient du petit chaton qui nous griffait. Mais non, tout va bien avec le petit chaton finalement. Je vous remercie beaucoup. Vous n'oubliez pas les évaluations si ça vous a plu, si vous n'avez pas plu. Et vous avez le droit de noter une petite remarque par rapport à Azure ML qui n'était pas up. Je enverrai à Franck directement tous les... Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour les questions, vous venez me voir parce que je suis déjà en retard. Merci.